Bon, ben, je me présente, je suis Sophie Lachapelle. J'enseigne à la University of Guelph, au Canada. C'est une université qui est tout près de Toronto. Je suis québécoise, je pense que ça s'entend. Mais j'ai pas travaillé dans un milieu francophone depuis 1996. Donc, je suis super bonne en français pour les trucs genre je veux du sel sur du spaghetti ou du beurre sur mon pain. Mais pour le travail, je le lis facilement, mais je suis un peu rouillée pour le parler. Donc, des fois, ça paraît. Sinon, merci beaucoup pour l'invitation ce soir. Puis, je vais parler des magiciens au 19e siècle. Mes recherches précédentes étaient sur la science et la religion, puis le rôle des croyances dans la science. Mais maintenant, je m'intéresse surtout à la science populaire, science et spectacle, puis j'ai commencé un peu à m'intéresser à la science et les enfants. Donc, puis aussi, je pense dans mes heures un peu de pause, je m'intéresse à la science et les animaux présentement. Je sais pas ce que j'ai fait. Okay. Mon livre qui est paru en mai, qui était Investigating the Supernatural, donc j'écris tout en anglais. Mon livre qui était paru en mai, Investigating the Supernatural, From Spiritism and Occultism to Psychical Research and Metapsychics in France, 1853 to 1931, qui, je m'intéressais aux séances depuis leur début en France, en 1853, jusqu'aux années 30. Puis je m'intéressais à plusieurs groupes qui tentaient de légitimer les séances à leur façon. Donc alors, séance, c'est séance spirit. Hein. Oui. Ouais. Non, mais c'est pour préciser. Donc, les spirites, les occultistes, les médecins, les psychiatres, les psychologues, les chercheurs de sciences psychiques, les métapsychistes. Puis, à l'époque, ça m'avait amené à venir à l'Institut métapsychique pour regarder les archives. Ça a été une super belle expérience. Mais c'était en 99-2000. Ça m'a pris vraiment du temps à me remettre au livre. C'est pas que ça a pris du temps à l'écrire, c'est juste que je l'ai vraiment abandonné pendant un long moment. Puis ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'était de tenter de comprendre comment ceux qui sont favorables à la science ou à une approche scientifique à l'époque se situaient par rapport à des phénomènes qui pouvaient être peut-être, bon, on peut dire réconfortants pour l'âme, mais qui pouvaient peut-être les déranger dans l'esprit. Donc les diverses approches qu'ils utilisaient pour réussir à expliquer ou non les phénomènes, puis quelle était l'évaluation de la réussite, des critères qui décidaient si c'était des approches qui réussissaient ou pas à l'époque. Alors, dans tout ça, je n'ai pas vraiment pensé aux magiciens, ni au spectacle à l'époque. Puis pourtant, ça me paraît évident maintenant qu'ils étaient tous les deux toujours à l'arrière-plan de ça. Par exemple, si on pense aux séances, c'est sûr qu'il y a nécessairement une dimension de spectacle dans les séances. Puis si on pense à ceux qui s'intéressaient au phénomène des médiums, les magiciens en faisaient évidemment partie. Ils étaient souvent perçus comme les ennemis des médiums, puis ils s'inspiraient beaucoup des séances de spiritisme dans leurs spectacles. J'ai quelques affiches ici. Alors, le théâtre Robert-Houdin, ici, à gauche, l'Antre des esprits, un cabinet spirit. Ça, c'est un spectacle de la deuxième partie du 19e siècle. Puis ici, Dixon, ex-directeur du théâtre Robert-Houdin de Paris, qui fait un spectacle de prestidigitation, spiritisme, hypnotisme, suggestion. Donc, définitivement des phénomènes qui leur servaient d'inspiration, qui étaient dans leur imaginaire. Ici, il y a encore une affiche du théâtre Robert-Houdin. C'est des phénomènes un peu plus vieux, mais le château de Mesmer avec un exemple de lévitation, d'un spectacle de lévitation, mais qui est présenté dans un vocabulaire magnétisme animal. Puis en même temps, il y avait aussi les spectacles qui voulaient rire de ces phénomènes-là. Donc l'exemple de gauche, théâtre Robert-Houdin, on voit grande scène burlesque de magnétisme. Puis ici, à droite, le grand succès, le décapité récalcitrant, les bouffonneries spirites. Alors celui-là, c'est un spectacle qui a été vraiment refait souvent. L'idée, c'était qu'il y avait un genre de professeur spirit qui parlait, énervait tout le monde, le magicien le décapitait. Puis on voit en bas, il a perdu sa tête, mais il continue à se promener. Il y a un squelette qui arrive, qui prend la tête continue à parler, tout le monde se court après, il y a le squelette avec la tête, le magicien décapité, le spirit décapité.
puis le magicien qui se court après, puis tout le long, le spirit continue de parler. Puis à la fin, le spirit a retrouvé sa tête, puis le seul truc qui le fait arrêter de parler, c'est de se faire pendre. Donc c'est quand même, les gens riaient beaucoup, mais ça donne une idée un peu de que c'était, dans l'imaginaire, c'est assez sévère, c'est assez rude comme blague. Donc la magie noire, c'était un truc qu'on voyait beaucoup ici par le professeur Carmelli au musée Grévin. Dans le théâtre Isola, on a ici l'éclair diabolique, le paravent infernal. Donc il y avait tout le domaine qui était vu comme surnaturel, dont ils se servaient beaucoup comme inspiration dans leur spectacle. Mais donc, a priori, c'est sûr que les magiciens, comme je dis, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas vus pendant que je travaillais sur les médiums, parce qu'ils étaient un peu partout. Mais à mesure que j'ai décidé de me concentrer sur les magiciens, donc j'ai commencé à penser aux magiciens, je pense que c'était la première fois que j'ai eu l'idée, je me rappelle, c'est été 2006. Mais ça me prend du temps à débloquer, mais en tout cas. Mais à mesure que je me concentrais, je trouvais que le rapport entre les magiciens et les médiums était beaucoup plus compliqué que j'avais pensé au départ, parce que je les avais vraiment vus comme au départ, comme j'ai dit, comme des ennemis. Puis maintenant, je dirais plus que les magiciens étaient des compétiteurs que des ennemis, puis qu'il y avait beaucoup plus de liens que je pensais au départ, sur la scène, évidemment, comme j'ai montré, mais aussi dans les magasins de magie. Ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai vu des catalogues de magie du 19e siècle. Donc, par exemple, un exemple, c'est le Rire magicien, le Rire parisien, désolé, qui était un magasin de magie dans le 18e arrondissement. On pouvait acheter des appareils de pseudomagnétisme, d'hypnotisme et de spiritisme, mais on pouvait aussi acheter des guéridons spirites, pas très chers. Puis, la description, je vous la donne parce que ça donne une idée. Beaucoup de matériel dans le catalogue, c'est pas clair, ça peut servir pour à la fois une séance de prestidigitation, mais ça pourrait servir pour une séance carrément parce que ça reste dans le... En tout cas, c'est certainement présenté de cette façon-là. Donc, ce guéridon spirit-là, c'est un petit guéridon façon acajou qui, sous vos passes magnétiques, se déplace, répond à vos questions, suit vos mains, et adhère à vos mains au point que vous pouvez ainsi le transporter d'un endroit à l'autre, l'élevant à bout de bras sans qu'il se détache de votre main, posé seulement à plat sur la tablette. Vous pouvez même, ce qui produit un effet formidable, interposer un foulard entre la tablette et votre main. Donc, on peut s'en servir pour un spectacle pour étonner, mais on n'a pas vraiment nécessairement besoin de dire qu'il y a un truc, mais il y a clairement un truc, il reste pris aux mains quand on le lève. Donc, il annonce aussi un cercueil qui permet d'être enterré vivant, comme les fakirs qui présentaient à l'époque. Puis un numéro complet d'un fakir qui là coûte beaucoup plus cher, qu'on peut acheter. Puis comme je dis, c'est pas toujours clair que c'est pour une séance de prestidigitation dans lequel l'artiste va dire que c'est un truc de magie. L'autre endroit où j'ai vu que le rapport était plus compliqué, c'est dans les revues de magie de l'époque ou de prestidigitation. Alors, les lettres des lecteurs donnent parfois l'impression que c'est pas juste des magiciens qui lisent, ou du moins que certains lecteurs et certaines lectrices ne pensent pas qu'il est toujours nécessaire de bien faire la distinction entre prestidigitation et pouvoir surnaturel devant leurs spectateurs. Donc, il y a quelques guerres qui se passent entre lecteurs par moment, mais on a vraiment l'impression que les gens qui lisent les revues de magie, c'est très vaste comme façon de voir comment on fait un spectacle. Alors bon, cette distinction, je croyais plutôt claire, cette relation entre magicien et médium est beaucoup plus compliquée que je pensais. Aussi, à l'époque, moi, j'avais vraiment vu un truc, les magiciens, c'est grosso modo des hommes qui ont des enfants et des femmes comme assistants, qui se présentent comme en contrôle total de leur pouvoir. Puis les médiums, c'est grosso modo des femmes qui se présentent comme ne contrôlant pas leur pouvoir, ne sachant pas comment expliquer leur pouvoir. Puis en fait, même ça, je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe parce que les magiciens sont beaucoup moins clairs que je pensais. Donc, alors maintenant, j'ai écrit un livre sur les magiciens. C'est un projet qui a grossi à mesure que j'ai suivi les magiciens. Puis comme je suis historienne des sciences, je me suis surtout intéressée au rôle joué par la science dans les spectacles de magie, puis au rapport entre science, magie et spectacle du milieu du 18e siècle au début du 20e siècle. Alors,
Pour les historiens des sciences, il y a une longue tradition de relations entre science et magie. On voit la magie naturelle, l'alchimie, l'astrologie comme importante pour le développement des sciences au 16e siècle. Mais en général, les historiens des sciences sont vraiment arrêtés de parler de magie autour du 17e siècle. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est qu'arrive-t-il à la relation entre science et magie après le 17e siècle? Ben, les liens continuent, mais plutôt dans la science populaire, et en particulier dans un genre littéraire et un type de spectacle, les sciences récréatives. Alors, elles sont originaires du 17e siècle, et au départ, ça s'appelle surtout des récréations mathématiques. C'est des livres au départ qui sont des jeux de mathématiques. Ça présente des relations intéressantes en mathématiques. Il y a souvent quelques trucs de prestidigitation aussi qui sont écrits dans ces livres-là de relations ou de mathématiques amusantes. Puis souvent des avertissements de se méfier des artistes itinérants qui présentent des tours de magie et se font passer comme ayant des pouvoirs mystérieux. Alors déjà, pour nous, ça paraît un peu spécial de mêler ça, là, les jeux mathématiques avec la magie, puis les avertissements contre les artistes qui se font passer comme ayant des pouvoirs mystérieux. Déjà, vers la fin du 17e siècle, on commence à voir de récréation mathématique, on passe à récréation physique, puis même récréation scientifique. Donc le genre s'élargit, mais toujours avec la magie présente, toujours avec ces trucs-là, puis toujours avec cette méfiance on pourrait dire, des artistes magiciens itinérants qui sont perçus comme suspects. Puis, vers la mi-18e siècle, donc en plein siècle de lumière, il y a une mutation dans les spectacles de magie, puis dans la réputation des spectacles de magie. Alors, on commence à voir des sciences récréatives sur scène. Alors, contrairement à ces itinérants magiciens dont on se méfiait dans ces livres-là, les magiciens avec les chapeaux pointus, les longues robes, on commence à avoir une mutation dans les spectacles de magie vers la mi-18e siècle. Donc, un mélange de magie et sciences récréatives sur scène, un peu comme dans les livres, dans le fond. Des spectacles où on voit la science et la magie carrément se côtoyer. C'est plus souvent magie et spectacle que science, quand même. Alors, comme j'avais vu, il y a une des affiches qui avait un professeur. Alors, c'est souvent des professeurs qui présentent à la fois de la physique amusante et des tours d'adresse dans les foires de la ville de Paris, par exemple. Un exemple, c'est le professeur Perrin, qui présente un spectacle de physique amusante avec un chien qui peut supposément lire le français et l'anglais, puis faire quelques calculs et des tours d'adresse. Puis autour de 1760-1770, quelques magiciens ou professeurs de physique amusante, il y en a beaucoup qui commencent à s'appeler comme ça, physiciens, mécaniciens aussi, c'est un nom qu'on voit beaucoup, commencent à délaisser les foires pour aller s'installer sur le boulevard du Temple. Donc à l'époque, le boulevard du Temple était beaucoup plus long que maintenant. Il était partiellement pavé, était déjà un lieu populaire de promenade, il y avait des cafés, il y avait des magasins. Donc on commence à voir les artistes, pas juste les magiciens, mais beaucoup d'artistes de la foire qui s'installent sur le boulevard du Temple. Puis vers 1780, donc quelques années après, les galeries du Palais Royal qui sont aussi, qui commencent à être vendues pour des espaces, pour les commerçants. On voit aussi des spectacles s'installer là. Donc ces deux zones-là, la zone autour du Palais Royal, puis autour du boulevard du Temple, deviennent des zones très importantes de spectacle à Paris. Ça, c'est lié à l'histoire des monopoles pour le spectacle en France. Donc, c'est un peu une longue histoire sur comment ça arrive. Puis, durant la Révolution française, on voit beaucoup de spectacles de physique amusante, puis de tours d'adresse justement autour de ces deux endroits-là. Donc, par exemple, en 1789, il y a le Sieur Bontou, un physicien mécanicien qui présente des spectacles d'automates et d'expériences de physique. Dans une salle du Palais Royal, la salle des petits comédiens du Beaujolais. Il y a le Sieur Paulmier qui donne des expériences et tours d'adresse dans une salle de bleuette comique sur le boulevard du Temple. Puis le Sieur Val qui donne des représentations de physique amusante avec expériences et tours nouveaux près du boulevard Saint-Martin. Donc, j'en ai nommé 3, mais j'aurais pu en nommer beaucoup d'autres. Puis vous remarquez que c'est toujours expérience de physique et tour d'adresse ou une genre de variante de ça.
Puis ça continue en 1792 au Théâtre Minerve sur le boulevard du Temple. Il y a des expériences de physique, puis feux d'artifice et air inflammable. C'est ce qu'on lit. Puis ces spectacles où la science et la magie se côtoient continuent durant tout le 19e siècle, mais ils se transforment. La science continue d'être une partie importante des spectacles de magie, mais on voit moins de descriptions d'expériences de physique amusantes, quoi qu'on en voit encore. Ça, c'est un exemple ici avec on a physique, magie et prestidigitation. On voit aussi encore des conférences sur divers sujets comme l'astronomie dans les salles de spectacle de magie. Mais la science devient plutôt une façon de produire l'illusion, la magie, puis le spectacle. Alors, dans les salles permanentes, donc quand on a quitté la foire pour aller dans ces salles permanentes-là, surtout au boulevard du Temple au début, puis surtout autour du Palais Royal, c'est un mouvement qui s'accélère avec le 19e siècle. Dans les salles permanentes, il y a plus de possibilités pour les grandes illusions qu'avant. Les grandes illusions qui demandent beaucoup de matériel, qui demandent des modifications de scène qui seraient coûteuses, qu'on ne peut pas faire juste une fois. Alors, c'est vraiment le début de ce que les magiciens aujourd'hui encore appellent la magie moderne. Une magie qui est urbaine, qui est dans des salles de spectacle permanentes plutôt qu'itinérantes et de foire. Une magie qui est associée à un nouvel habillement. Donc, si on voit ici dans le poster, l'affiche, on est loin des grandes robes et des chapeaux, des images d'avant. Une magie pour la classe moyenne, souvent. Des présentations, une présentation et un commentaire avec un langage scientifique. Les magiciens font des démonstrations, ils font des expériences. Ils présentent leurs illusions dans un imaginaire scientifique, donc à la fois un imaginaire qui est pris des phénomènes spirites, de l'occultisme, de tout ça, à la fois un langage scientifique. Donc, plutôt, je vous ai montré un exemple de lévitation qui était le château de Mesmer, mais on a aussi Robert Houdin qui fait la suspension éthérienne, qui raconte dans ses mémoires qu'on parlait dans les journaux de l'éther qui était utilisé à ce moment-là pour les opérations. Donc, il décide de faire un spectacle où il dit « moi, j'ai trouvé une nouvelle façon d'utiliser l'éther », puis il fait léviter son fils dans le spectacle. Donc, vraiment dans un imaginaire scientifique. Mais on n'abandonne pas pour autant les tours d'adresse, mais on privilège beaucoup les grandes illusions qui demandent le matériel, les portes cachées, les fils électriques, les grands miroirs. Ça, c'est un exemple d'une illusion qui a commencé à Londres, mais qui avait à Paris dans les années 1860. On a, si vous voyez, alors on a ici un acteur sur la scène, ça c'est les spectateurs. Ici, il y a un acteur qui joue un fantôme, puis à l'aide de miroirs, ici, on voit une image du fantôme qui apparaît sur scène, puis qui peut interagir avec l'acteur. Ça donne une belle illusion. Après un bout de temps, il paraît que les gens ont commencé à savoir le secret, puis qu'ils commençaient à lancer des trucs sur la scène, puis qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui arrêtait. Mais bon, c'est un problème. Donc cette science moderne-là, qui a un langage scientifique, un imaginaire scientifique, qui a beaucoup de matériel, puis qui reste avec cette reproduction des phénomènes spirites-là. Puis aussi, moi je vois aussi, je dirais, un fort intérêt pour la magie orientale, ou tout ce qui est oriental. Ici, j'ai 2 spectacles du théâtre Robert Houdin, le tour du Japon, c'est la Malle des Indes, mais il y en a. Il y a des magiciens aussi qui se déguisaient, qui faisaient semblant, qui venaient de l'Inde, qui venaient de la Chine. Donc, ça, c'est pas un phénomène français, il y en a vraiment partout à l'époque. Donc, il y a aussi cette dimension-là de la magie moderne. Puis, le théâtre qui symbolise tout ça, c'est le théâtre Robert Houdin. Alors, c'est pas mal toutes les affiches que j'ai montrées jusqu'à présent. Créé par Jean-Eugène Robert Houdin, qui est né à Blois, fils d'horloger, qui est passionné d'instruments mécaniques et d'automates, qui marie la fille d'un horloger et vient travailler à Paris avec son beau-père, et qui ouvre son théâtre en 1845 sur la rue de Valois. On peut encore voir aujourd'hui une plaque qui commémore l'endroit. C'est les soirées fantastiques, ils les appellent, au Palais Royal. Alors, encore là, l'habillement très moderne du magicien. Des séances qui sont quand même pas nécessairement abordables pour tout le monde. Il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de prix d'enfant.
Donc, un spectacle surtout adressé à la classe moyenne. Des numéros qu'il utilise beaucoup ses propres automates qu'il faisait lui-même, qui ont toujours quelque chose d'enchanteur. Comme ça, c'est un exemple d'un des numéros, le voltigeur de trapèze. C'était un de ses petits automates. Puis, c'était un automate qui était placé sur une corde, qui faisait des tours d'adresse sous les commandements. Puis, pour prouver qu'il était bien mécanique, à la fin, il laissait la corde, puis il venait sur les mains du magicien, de Robert Houdin. Donc, des numéros comme ça qui lui demandent quand même beaucoup de savoir-faire au niveau de la mécanique. Il y a aussi des numéros un numéro qui était très populaire, La Seconde Vue, où il y avait son fils qui devinait des choses à propos des spectateurs. Puis dans ses mémoires, il explique quelques-uns de ces trucs. Puis celui-ci, il l'explique, puis moi, je trouve super impressionnant. Je trouve que c'est plus impressionnant un coup qu'on sait comment il faisait que de ne pas le savoir, mais bon. Comment il faisait? Ben, il s'était vraiment entraîné avec son fils. Il y avait un code verbal. Il y avait un code verbal, mais en fait, ce qui avait entraîné son fils et lui, c'est que quand il voyait quelque chose, il le voyait pendant quelques secondes. Il voyait comme ici, il aurait vu quelques secondes, il se serait fermé les yeux, puis il essayait de dire tout ce qu'il avait retenu. Donc, le fils rentrait sur la scène avec quelques secondes pour voir tous les spectateurs, puis essayer de retenir des trucs. Fait que c'était pas juste le code. Le code, je m'y attendais, mais en fait, c'est cet entraînement-là qui a l'air... Je sais pas, peut-être que en fait, si on le fait, c'est pas si compliqué que ça, mais moi, j'imaginais que c'est assez compliqué à faire, de se rappeler tant de détails que ça. Avec Robert Houdin, je m'en rappelle plus c'est quoi, ouais. La science est moins présente, je dirais, dans le contenu. Il n'y a pas de démonstration de physique amusante, vraiment, dans ses spectacles. Même son livre de physique amusante, Magie et physique amusante, qui est paru un peu après sa mort, il n'y a pas de relation mathématique surprenante dedans ou d'expérience amusante. Mais la science est vraiment présente partout, dans son vocabulaire, comme je dis, ses expériences, sa suspension estérienne, dans ses automates aussi, dans beaucoup de ses constructions. Mais ailleurs, dans le théâtre Robert Houdin, bon, il y en a d'autres qui... Le théâtre Robert Houdin a pris sa retraite. Il est parti près de Blois en 1852, donc il n'est pas resté très longtemps. Puis le théâtre a continué tout le 19e siècle. La science et la technique sont vraiment restées partout dans ces spectacles-là de magie tout le reste du siècle. Donc, dans le vocabulaire et la présentation, ça, c'est d'autres exemples. J'ai le musée Grévin ici qui avait des projections de scientifiques et amusantes. Puis la salle Robin qui avait des soirées physique, magie et optique. Mais ça, moi, j'aime vraiment beaucoup cette affiche-là. Ça donne vraiment un exemple, c'est un vraiment bel exemple d'à quel point l'imaginaire scientifique était présent dans la magie à cette époque-là. Alors, les rayons, je ne sais pas très bien comment prononcer Röntgen. Ouais, mais c'est les rayons X, mais c'est ça, le Röntgen. Donc, c'est les rayons X qui... quand ils sont commencés, c'est vraiment, je pense que c'est 1895, cette affiche-ci, on voit déjà avec les rayons X, puis avec le magicien, on voit vraiment l'interaction de science et magie qui est très présente dans cette affiche-là. Puis sinon, on voit aussi la science dans le contenu parfois. Alors, une autre affiche du théâtre. Ici, on voit un intermède tous les soirs. Jacques Inaudi, calculateur prodige de 11 ans, qui est plus fort que Barème. Opération résolue instantanément. Donc vraiment, dans l'âge intermède, on a Jacques Inaudi qui vient pour un moment. Puis hors des spectacles de magie... Mais lui, c'était un vrai... Oui. Hors des spectacles de magie, on voit la science se mettre au service du spectacle en général, au théâtre du 19e siècle. Alors, les effets spéciaux, il y en a toujours eu au théâtre, mais au 19e siècle. Le public demande plus de réalisme dans les effets spéciaux. Puis au début du 19e siècle, on voit d'ailleurs à Paris des studios de décors, d'effets spéciaux indépendants d'ouvrir. La chimie, l'électricité, l'optique, la mécanique, l'hydraulique à mesure du siècle sont utilisés au théâtre. Puis autour de 1860, les magiciens sont demandés au théâtre pour développer des effets spéciaux. Alors un exemple, c'est Robert Houdin. C'est le théâtre de l'Ambigu comique en 1868. La pièce de théâtre, c'est La Tsarine, pour laquelle il crée une illusion de fantôme pour une des scènes, et aussi il recrée le joueur d'échecs, qui avait été un automate très connu, qui a été détruit
en 1854, donc quelques années avant. C'est un automate qui datait du 18e siècle, qui avait fait le tour de l'Europe, de l'Amérique, qui était présenté comme vrai, un joueur d'échecs qui pouvait jouer contre n'importe qui, puis en général les battre. Mais bon, on sait maintenant qu'il y avait un truc, qu'il y avait quelqu'un qui était enfermé dedans pendant longtemps. On pensait que ça devait être un nain parce qu'il n'y avait presque pas d'espace, mais maintenant on réalise qu'en fait, il y avait assez d'espace pour quelqu'un d'une grandeur normale pour être là pendant un bout de temps. En tout cas, donc, Robert Houdin a recréé cet automate-là, puis même si on voit la pièce ici, si on la voit à la fin, c'est écrit que si on veut monter la pièce, on peut faire avec Robert Houdin qui nous prêtera un automate. Donc, certains magiciens, il n'y a pas juste Robert Houdin qui fait ça, font même de la publicité. Il y en a un en 1902 dans la revue de magie, le Prestidigitateur, qui écrit « Nous sommes à la disposition de ceux de nos confrères qui voudraient monter un numéro de musical ou composer un programme pour théâtre ou salon. Nous nous ferons un plaisir de leur fournir toutes les indications à ce sujet. » Il y a d'autres, donc il y a des annonces comme ça dans les magazines. Il y en a d'autres comme le magicien Dixon qui fabrique des appareils puis du matériel de spectacle qui vend dans les boutiques de magie. Donc on voit beaucoup les théâtres s'équiper dans ces boutiques-là tenues par les magiciens. Plusieurs de ces catalogues-là, on voit du matériel pour des grandes illusions est vendu. Le Rire parisien dont j'ai parlé au début, par exemple, vendait des grandes illusions scéniques pour musical et théâtre, en même temps que ses guéridons spirites. Puis, donc, cette relation-là entre science, magie et spectacle est vraiment claire dans l'univers du théâtre du 19e siècle. Elle dépasse aussi la scène. Puis, un exemple très évoquant de ça, c'est la maison de Robert Houdin à Saint-Gervais, qui est tout près de Blois. Donc, quand en 1852, Robert Houdin quitte la Seine et Paris pour Saint-Gervais, il électrifie sa maison puis la remplit de gadgets. Alors ici, comme sur la scène, il se sert de la science pour évoquer le merveilleux. Sa maison, dans le fond, fonctionne comme un spectacle. D'ailleurs, il écrit dans ses mémoires « Je possède et j'habite à Saint-Gervais, près de Blois, une demeure dans laquelle j'ai organisé des agencements, je dirais presque des trucs qui, sans être aussi prestigieux que ceux de mes séances, ne m'en ont pas moins donné dans le pays à une certaine époque la dangereuse réputation d'un homme possédant des pouvoirs surnaturels. » Alors, il invente dans sa maison une entrée électrique, un système automatique pour nourrir un cheval, un système qui relie toutes les horloges de la maison et permet de les contrôler du bureau. D'ailleurs, il raconte dans ses mémoires qu'il aime bien, quand il est en retard, jouer avec l'heure un peu pour que personne dans la maison s'en rende compte. Il y a un système d'alarme aussi qui est individualisé pour les différentes personnes dans la maison. Puis tout ça contrôlé de son bureau. Donc, Robert Houdin avait vraiment une passion pour les inventions, c'est assez clair. Avant de commencer à faire des spectacles, comme je disais, il venait d'une famille d'horlogers, il était horloger, il en avait fait des trucs, ça semble être un exemple. Il avait même gagné des prix. Il avait une réputation pour la réparation d'automates. Puis dans sa maison, à Saint-Gervais, il continue ses travaux-là. En particulier, il travaille sur l'ophtalmologie. Bon, sans doute un rapport avec l'intérêt pour l'œil puis les illusions du spectacle. Il fait plusieurs inventions. Ici, j'ai... Des vraies contributions scientifiques. Oui, oui. Ben, il a gagné plusieurs prix avant et après ses années de spectacle. Puis l'ophtalmologie, oui, il a fait plusieurs instruments qui fonctionnent bien. Puis... Alors, ici, c'est une statue de Robert Houdin aujourd'hui à Blois, en avant du musée de la magie, avec les dragons qui sortaient à ce moment-là. Alors, Robert Houdin, ici, c'est écrit prestidigitateur, horloger, mécanicien, inventeur, savant, ambassadeur, homme de lettres. Donc, vraiment, ça résume bien l'amplitude. Mais le rapport entre science, magie et spectacle est aussi visible dans les colonies. En 1856, donc quelques années après qu'il ait quitté Paris, Robert Houdin est invité par le directeur du bureau des affaires arabes à Alger pour venir présenter des spectacles à la population à Alger pour montrer que la magie française est plus puissante que celle des marabouts. Une mission dont il est très fier, qu'il qualifie de quasi politique dans ses mémoires.
Et il dit qu'il s'agit d'exposer les trucs des marabouts pour réduire leurs influences sur la population et donc réduire les possibilités de révolte. C'est comme ça que ça lui est présenté. Il explique dans ses mémoires. Il importait donc au gouvernement de chercher à détruire leurs funestes influences, donc les marabouts, et l'on comptait sur moi pour cela. On espérait avec raison faire comprendre aux Arabes, à l'aide de mes séances, que les tours de leurs marabouts ne sont que des enfantillages et ne peuvent plus, en raison de leur naïveté, représenter les miracles d'un envoyé du Très-Haut. Ce qui nous conduisait aussi tout naturellement à leur montrer que nous leur sommes supérieurs en toutes choses et qu'en fait, sorciers, il n'y a rien de tel que les Français. Alors, ici, encore plus qu'au théâtre Robert Houdin sent qu'il faut d'abord convaincre par le merveilleux. Il raconte qu'il ne s'agit plus ici de distraire, il fallait frapper juste et fort sur des imaginations grossières et sur des esprits prévenus, car je jouais le rôle du marabout français. Comparé au simple tour de leurs prétendus sorciers, mes expériences devaient être pour les Arabes de véritables miracles. Alors c'est un peu là quand on commence à lire tous ces trucs-là, on réalise que les magiciens en fait jouaient un peu différents registres dépendant de la situation. Il avait un peu aussi le même rôle en France, en étudiant des médiums finalement. Il faisait la même chose, d'essayer de démystifier. Ouais, il n'a pas fait beaucoup en fait, Robert Houdin. Il n'est pas allé les voir. Je pense que l'exemple typique qui est donné, c'est avec Alexis Didier. Oui. Ouais. Mais bon, ça c'est parce que ça aussi, mais il en avait fait d'autres qu'il avait démontés avant. Ok. Ça, je sais pas. Ok. Il avait une réputation de démystifieur de médium. Ok. Alors, il fait 3 spectacles à Alger, 3 soirs de suite. Le premier soir, il dit qu'il présente ses pouvoirs comme surnaturels. Mais le second, il demande à un interprète de bien informer l'audience que les trucs sont que des miracles. Ce ne sont pas des miracles, c'est un art qu'on appelle prestidigitation. Puis le troisième, si on en croit ses mémoires, en fait c'est vrai, je pense, il s'est fait donner un certificat par des chefs qu'il voit comme un haut point de sa carrière. Donc le succès de Robert Houdin en Algérie est vraiment difficile à évaluer. D'abord parce que son voyage n'est pas souvent mentionné par des non-magiciens, il est très souvent mentionné par des magiciens, mais en fait, j'ai vraiment cherché, puis j'ai trouvé quelques trucs ici puis là. Puis quand il est mentionné, il n'y a pas vraiment de consensus sur est-ce que ça a été vraiment une mission importante, que ça a été vraiment une mission pleine de succès ou non. Alors un exemple, un livre, Les deux Algéries en 1898, Georges Violier écrit que le magicien, donc Robert Houdin, a accompli en quelques soirées plus qu'une armée complète a pu accomplir en un an. Donc, un rapport très positif là-dessus. Par contre, Edmond Douté, en 1900, qui est un orientaliste assez connu à l'époque, écrit « Robert Houdin passa tout simplement pour un sorcier extraordinaire et nous ne croyons pas que ses séances eurent un autre résultat. Ceux qui avaient organisé cette mission n'avaient évidemment pas suffisamment réfléchi que les peuples enfants, comme le sont les indigènes algériens, sont beaucoup moins choqués que nous par les choses surnaturelles. Ou, pour mieux le dire, ils ne font pas la distinction que nous faisons entre le naturel et le surnaturel. La sorcellerie est pour eux une chose admise, et dès lors il devient bien plus simple pour eux d'attribuer un phénomène qui les étonne à quelque puissance occulte et d'en donner une explication scientifique. Il faut dire aussi que dans beaucoup de cas, ils seraient impuissants à comprendre cette dernière. Donc, j'ai donné ces 2 exemples-là, j'en ai trouvé quelques autres, mais vraiment, c'est ça, il n'y a pas vraiment de consensus par rapport à cette mission-là. Par contre, c'est un voyage qui est très présent dans l'imaginaire des magiciens, puis qui en a inspiré d'autres. L'exemple, c'est Marius Cazeneuve, qui, en 1896, écrit « À la cour de Madagascar, magie et diplomatie », dans lequel il s'attribue un rôle important dans les négociations entre la reine de Madagascar et la France durant les années 1880. Alors, dans son livre, Cazeneuve raconte qu'il arrive à Madagascar en 1886 avec ce qu'il appelle un projet patriotique en tête. Il dit « Sachant que la reine aimait tout ce qui a rapport à la magie, j'avais pensé qu'à l'aide de mon habileté de prestidigitateur, je pourrais agir sur les esprits de Sa Majesté et la disposer favorablement pour la science. » Donc, aller faire des spectacles de magie, puis espérer que ça donne quelque chose pour la France. J'ai dit science, je voulais dire France. Donc, après une première séance de magie devant le premier ministre,
qui le reconnaît comme un excellent sorcier. Cazeneuve écrit « Je lui fis répondre par un traducteur qu'il n'y avait pas là la moindre sorcellerie, mais seulement de la science française. » Donc, très différent quand même de ce qu'on a avec Robert Houdin. Donc, dès le départ, vraiment présenter sa magie comme de la science. Donc, selon ses mémoires, ses succès continuent et il explique qu'en 4 jours, les choses avaient complètement changé de face après qu'il a fait quelques spectacles. L'influence anglaise était battue en brèche et par qui? Par un prestidigitateur français et par ses expériences. Et c'est pourquoi il fut décidé que désormais, on négligerait un peu de prêcher l'Évangile et se mettrait à l'étude de la prestidigitation, puisque c'était par ce moyen qu'on avait la chance de réussir auprès de la reine, parce qu'avant, c'était les missionnaires qui essayaient beaucoup, mais bon, puis ce qu'il dit, c'est que la magie fonctionne mieux. Cazeneuve raconte ensuite comment il devient un ami et même un médecin de la reine. Donc, il avait été officier de la santé dans les armées. Donc, il devient le médecin personnel de la reine et son ami. Puis, comment il réussit à obtenir, selon lui, d'importantes concessions pour la France avant son départ. Encore là, l'importance de Cazeneuve pour l'histoire de la France, ben là, il y a encore moins de choses, il n'y a pratiquement rien. Donc, c'est difficile à évaluer. Donc, à peu près en même temps que Cazeneuve quittait Madagascar, la famille Robert Houdin vendait son théâtre à un magicien, Georges Méliès. En décembre 1895, Méliès assiste à une séance publique du nouveau cinématographe des Frères Lumière au Salon indien du sous-sol du Grand Café sur le boulevard des Capucines. Méliès tente d'abord d'acheter un cinématographe aux Frères Lumière, puis il finit par acheter une réplique du kinétoscope d'Edison à Londres à R.W. Paul. Il modifie cette réplique du kinétoscope pour créer son propre appareil de caméra projecteur, qui est breveté en 1896 comme le kinétographe Méliès-Relos. Et il commence à faire des films, d'abord au Théâtre Robert Houdin, puis rapidement dans un studio de verre et de fer, construit sur une propriété familiale à Montreuil-sous-Bois. Il y a des systèmes de volets avec poulies. Ça permet de filmer à l'intérieur, mais d'avoir la lumière naturelle, puis en même temps de contrôler la luminosité. Alors, initialement, c'est beaucoup des tours de magie filmés, dans le fond. C'est vraiment une bonne façon, en fait, de regarder, d'avoir une idée du genre de magie qui se faisait au Théâtre Robert Houdin au 19e siècle. Mais ces films deviennent, avec le temps, des courtes d'histoire, puis plus que de la magie filmée. Il y a beaucoup de féerie. Il y a des images qu'on reconnaît vraiment aujourd'hui. Puis il développe plusieurs effets spéciaux adaptés à la caméra, arrêt de caméra, exposition multiple. Il filme plus que 400 films. Généralement, il est reconnu comme un pionnier du cinéma et l'histoire des effets spéciaux. Donc, si on regarde dans les livres d'effets spéciaux, en général, quand il y a une petite section d'histoire, il est toujours mentionné. En 1897, il crée la Star Film, qui a aussi un bureau à New York, qui est, à partir de 1902, géré par son frère Gaston, là-bas. Puis, il connaît du succès pour quelques années. Ses films sont montrés au théâtre, il attire des spectateurs. Puis Méliès n'est pas le seul à s'intéresser aux possibilités du cinéma pour les spectacles de magie. Quelques jours après Méliès, les frères Isola, j'avais une affiche d'eux avant, commencent à montrer des films durant leur spectacle aussi. Ils développent leur propre projecteur, l'isolographe. Puis plusieurs magiciens achètent ces projecteurs-là, puis incorporent des films à leur spectacle. Mais rapidement, les gens commencent à préférer les films aux spectacles de magie. Alors, les salles de cinéma ouvrent à Paris. En 1914, il y en a 160 à Paris, des salles de cinéma. Alors que les théâtres de magie ferment tous les uns après les autres. Méliès, lui aussi, commence à avoir des problèmes avec sa compagnie. L'industrie du cinéma devient de plus en plus importante, surtout avec Pathé Frères, puis Gaumont et compagnie, qui commencent à prendre des grandes parts du marché. En contraste avec les productions qui sont plutôt artisanales du côté de Méliès, Gaumont et Pathé préfèrent des productions rapides et pas chères. Méliès n'arrive plus à tenir. En 1912, il est forcé à arrêter de faire des films. Le théâtre Robert Houdin ne va pas beaucoup mieux que tous les autres théâtres de magie. En 1914, Méliès commence à le louer pour des séances de cinéma. Puis il va être détruit en 1923. Avec le cinéma, certains des trucs qui sont difficiles au théâtre deviennent
facile à présenter, la magie vient apporter des acteurs dans un certain sens. La lévitation, la décapitation, ça vient tous des effets spéciaux du film. Alors, on voit la magie qui se transforme une fois de plus. Les frères Isola, qui avaient leur isolographe en même temps que Méliès, quittent leur salle permanente et se remettent au spectacle itinérant. D'autres vont travailler dans les vaudevilles, les musicales. Ça amène un différent genre de magie, moins de matériel dans les spectacles itinérants, là, un peu les grandes illusions, un peu, on a beaucoup moins ça. Dans les spectacles des musicales, on a moins de commentaires, plus de la magie visuelle. On peut dire qu'on arrive dans un sens à une nouvelle étape entre la relation de la science et la magie. Donc après la séparation qu'il y a eu entre magie et sciences élites ou sciences universitaires ou académiques au 18e siècle, on voit ici au début du 20e siècle une nouvelle séparation de la magie puis de la science populaire cette fois-ci. Mais la science n'abandonne pas les spectacles, ni même la magie complètement, mais ce qu'on voit plutôt, c'est que la science passe des salles de théâtre aux effets spéciaux du cinéma. Donc c'est là qu'on voit la science servir les spectacles à ce moment-là, vraiment au cinéma. Je vais arrêter là.